Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le ministre de la Défense a confirmé ce mardi dans un communiqué l'existence de fosses communes dans la région de Mopti avec une implication de militaires maliens dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes. Tienan Koulibaly a instruit au procureur militaire d'ouvrir une enquête sur cette affaire et pour en parler, nous avons trois invités, Baba Dakono, juriste, Mamadou Diouara, sociologue et Mamoudou Bokoum, journaliste à Mopti. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, 3 fosses communes, 25 corps, c'est ce qui a été découvert vendredi dernier à Nantaka et Kobaka dans la région de Mopti. Mamoudou Bokoum, vous êtes journaliste à Mopti. Est-ce que vous pouvez nous parler des faits? Bokoum? Alors, nous allons écouter la réaction du ministre Tienan Koulibaly sur cette affaire. Nous sommes en guerre. Pendant la guerre, les adversaires utilisent la communication pour se faire mal. Nous sommes à la veille d'une élection. Pour les élections, on ne devrait pas mentir, mais il y en a qui ne se prient pas de le faire. Donc les accusations qui sont portées contre l'armée malienne, personne ne devrait les prendre automatiquement pour du vrai. Mais nous sommes un gouvernement qui ne cache rien, qui veut seulement la vérité. Et toutes les fois qu'il sera établi que des militaires se sont rendus coupables de violation des droits de l'homme, ces militaires-là doivent être traduits en justice. C'est notre volonté d'extirper de l'armée malienne tous ceux qui délibérément violent les droits de l'homme. Quelle que soit la raison pour laquelle ils le font, nous allons les sortir de l'armée du Mali. Mais nous voulons continuer à soutenir les vrais bons soldats, c'est-à-dire la grande majorité de nos militaires, et les encourager dans le travail que le peuple leur a confié et leur donner les moyens pour cela. Quand il y a mensonge, il faut se poser la question, pourquoi, qui a menti? Baba Dakono, que pensez-vous de cette situation? Je pense que la situation elle est extrêmement grave et la gravité de la situation mérite une analyse avec lucidité. Le communiqué du ministre et ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est en fait la confirmation de ce qui est décrit depuis des années. Donc c'est une situation qui s'est établie sur la durée. Et aujourd'hui, cette confirmation du ministre tend à dire que finalement, malgré tout ce qui a été dit et annoncé par le gouvernement malien, ce qui s'y passe, c'est vraiment grave. Et je crois qu'au cours du débat, on aura l'occasion de rentrer dans le fond, mais d'ores et déjà, il est important de rappeler que cette situation a été décriée d'abord par Human Rights Watch depuis des mois et par d'autres organisations de défense des droits humains. Donc, on peut se douter que ce charnier qui a été découvert et sur lequel le gouvernement a intervenu n'est pas le seul aujourd'hui en cause par rapport à cette situation. D'accord. Mamadou Diouara, encore des fosses communes découvertes dans la région de Mopti. Que pensez-vous de cette affaire? Alors, je pense que les choses sont très claires pour que le gouvernement soit amené à s'assumer, si on peut le dire ainsi, à reconnaître déjà l'existence de fosses communes et à ouvrir une enquête. Ça veut dire que la situation a atteint un niveau où on ne peut plus le nier. Mais ce n'est pas aujourd'hui, comme Baba vient de le dire, que cette information a été donnée. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Mais moi, je trouve que ce n'est pas surprenant. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que, premièrement, depuis 2012, on peut prendre l'aspect superficiel, mais depuis 2012, en dehors de la ville de Mopti, le gouvernement malien ne contrôle pas grand-chose. Et cet espace est un espace de non-droit. Son armée non plus. Mais justement, son armée ne contrôle pas. Parce que quand l'armée est incapable d'assurer la sécurité pour que les autorités elles-mêmes se sentent suffisamment sécurisées pour s'y installer, ça veut dire que cette armée ne contrôle pas grand-chose. Vous prenez la région de Mopti. Déjà, au niveau de la région de Mopti, en dehors de Mopti-Ville, jusqu'à dernièrement, tous les préfets de Mopti sont à Mopti. Quand les préfets eux-mêmes ne se sentent pas à mesure d'être sécurisés par leurs forces de sécurité, ça montre la faiblesse
de ces forces de sécurité à sécuriser le territoire. Maintenant, est-ce que l'autorité politique contrôle l'armée? Il ne faut pas oublier que, comment on appelle ça, en 2012, tout près, comme on dit dans le jargon militaire, les pieds ont attaché les mains. C'est des sous-officiers, des hommes de rang qui ont arrêté tous les officiers supérieurs jusqu'à faire descendre le président dans les conditions que nous savons. Donc, la reconstruction de l'armée et la réforme de l'armée est un processus qui n'est pas arrivé à son terme. Pendant ce temps, on ne peut pas espérer n'avoir aucune bavure. Parce que simplement, pour le moment, l'autorité légitime et la restauration de la chaîne de commandement n'est pas effective comme ça se doit. C'est un processus qui est lent. Mais dans ce processus, il faut que nous soyons le plus vigilants possible, que l'autorité ait le plus d'humilité possible pour reconnaître là où il y a des débordements, engager des investigations et prendre des mesures correctives en conséquence. D'accord. Baba Dakono, pensez-vous également qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement au sein de l'armée? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Ce n'est pas que des problèmes au sein de l'armée, on va dire des problèmes au sein de notre dispositif de défense et de sécurité. Mais je voudrais attirer l'attention sur deux éléments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a confié une mission de sécurisation à des forces de défense et de sécurité, et à des forces de défense. C'est-à-dire que la distinction, c'est vrai qu'on revient énormément sur cette distinction, elle est importante parce qu'elle peut expliquer tout ce qui se passe. Je ne parle pas de justifier, mais elle pourrait expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des militaires qui sont formés à la guerre, qui ne savent faire autre chose que la guerre. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, on remarquera, n'ont pas eu cette formation d'officier de police judiciaire. C'est une formation que certains gendarmes peuvent suivre dans l'évolution de leur carrière et qui leur permettrait de gérer des questions sécuritaires comme ils pourraient le rencontrer à Mopti ou dans d'autres localités. Donc en fait, on a un problème où on a pratiquement, on a difficilement le choix pour la solution pour laquelle on a opté. C'est-à-dire qu'on a opté pour une solution militaire face à un problème sécuritaire. Ça pourrait entraîner des problèmes du type comme ceux à quoi on fait face aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est ce que Johara disait un peu, mais en plus de tous ces problèmes, il y a aussi des questions structurelles. Parce que j'ai discuté il y a quelque temps avec un militaire qui est déployé sur zone et j'ai compris que ça faisait plus de 3 ans qu'il est déployé entre Tombouctou et Mopti. Donc en fait, dans l'organisation militaire, il faut comprendre que dans presque tous les pays du monde sur les théâtres d'opération, il est décommandé de déployer un agent, un effectif militaire, sur le théâtre pendant une certaine durée. On parle dans certains pays de 3 mois, d'autres de 6 mois, mais tout le monde s'accorde à dire qu'au maximum 1 année, il faudrait pouvoir relayer cette équipe. Alors qu'on est en face, on est avec des gens qui sont déployés depuis 2 ans. Et le traumatisme dans le contexte où ils sont déployés est énorme. Donc c'est difficile aujourd'hui d'occulter tous ces éléments dans l'analyse qu'on doit faire de ce qui est arrivé. Et encore une fois, il est important de le rappeler. Essayer de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé ne veut pas dire qu'on justifie ce qui s'est passé ou qu'on pense que ce qui s'est passé est dans l'ordre de choses. Quoi qu'il est important de le rappeler, que ce qui est reproché aujourd'hui à l'armée malienne est reproché à l'armée au Burkina, parce que les deux ont cette particularité de faire face à des menaces qui doivent normalement relever d'autres types de services sécuritaires. D'accord. Mamadou Bokoum, l'armée qui serait impliquée dans de violations graves avec mort d'homme à Mopti, c'est le ministre même qui le signale dans un communiqué. Quels sont les faits à Mopti, la Baville? D'abord, je vous remercie. Je salue tous ceux que vous écoutez en ce moment. En réalité, ce qui s'est passé ce mercredi-là, et selon les informations qu'on a recueillies auprès du chef de village, même de Nantagal, où ils ont procédé à l'arrestation. Et il serait arrivé dans l'après-midi où ils ont quadrillé la ville. Il y a un nouveau quartier qui se trouve là-bas où il y a beaucoup de marabouts avec cet animé. En tout cas, il y en a des peuls, des sorailles et à peu près plusieurs ethnies sont là-bas. Après les arrestations et les contrôles d'identité, selon le chef de village même de Nantaka qui nous dit qu'ils ont relâché les autres ethnies et ils ont gardé ils ont retiré les pièces des Soraï, les pièces des Tamashek, des Bamara qui étaient arrêtés et ils les ont demandé de revenir le lendemain.
Mais malheureusement, avant le lendemain, ils ont même commencé dans la nuit à exécuter certains selon les propos du chef de village lui-même. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait tous ces agissements. Mais le chef de village qui était venu même pour supplier les militaires afin qu'ils puissent libérer comment on appelle, les villageois arrêtés. Il avait fait appel au fils de l'imam de Kobaga, un autre village dans lequel il y a eu des arrestations, pour qu'ils viennent vraiment plaider la cause de ceux-là qui ont été arrêtés. Selon ses propos, eux-mêmes, ils ont été aux arrêts pendant un moment. Donc, après avoir bandé les yeux de 2 personnes qui étaient venues pour des bons offices, lui, il était la dernière personne à ne pas être inquiété beaucoup parce qu'on n'a pas pu bander ses yeux. Puisque le capitaine venait tout juste d'arriver, selon ce qu'il vient tout juste de nous expliquer. Et grâce au capitaine, on l'a libéré et on a libéré les 2 autres. Mais tous les autres, là, vraiment, ce qui devrait se passer, voilà, ce qu'on connaît déjà s'est passé. Alors malheureusement, ça a été le cas et le chef de village a confirmé lui-même avoir vu des gens, des vieux de 82 ans, des vieux de 70 ans qui faisaient partie, et un expatrié malien qui était au Gabon, qui venait pour aller dans son village se sauver, ils l'ont arrêté également, et celui qui était venu l'accueillir. Donc, il faut rappeler que le port de Nantaka, c'est un carrefour où, dans tous les deltas, partout où tu dois passer, tu passes d'abord par le port de Nantaka. Donc, c'est un carrefour. Donc, du fait, ils ont arrêté toute personne qui faufilaient aux alentours en ce moment et libérer les uns, garder les autres et pour commettre ce qui s'est passé. Voilà, malheureusement ce qui s'est passé selon les propos du chef de village de Nantaka, Bourojal. D'accord. Bokoum, vous parlez de l'armée ou d'hommes armés non identifiés? Ils ont parlé de l'armée parce que lui-même, c'est l'armée, les forces armées maliennes qui l'ont arrêté. Parce qu'il était parti pour échanger un peu avec eux. Et ces gens ont dit, bon, au lieu de se réjouir que nous sommes venus vous délivrer et vous voulez défendre la cause de ces gens qu'on vient d'arrêter. Donc vous aussi, vous êtes aux arrêts. Il l'a bel et bien précisé. Il dit que c'est le capitaine de l'armée malienne qui l'a sauvé lui, parce que les 2 autres avec lesquels il était arrivé avaient eu des yeux bandés. Et au moment où on s'apprêtait à bander ses yeux, c'est en ce moment même que le capitaine de l'armée malienne est arrivé. Et après quelques échanges, lui, il a eu la chance quand même d'être sauvé. Et il a sauvé aussi les 2 personnes qui étaient venues avec lui pour échanger un peu avec les militaires afin d'obtenir la libération des personnes arrêtées. Donc c'est bel et bien l'armée malienne selon ses propos. D'accord. Monsieur Diouara, apparemment le capitaine n'était pas d'accord avec cette décision, ces actions menées par ces hommes. Heureusement qu'il est arrivé à temps, mais de toute façon, le militaire est censé savoir quelles sont les limites à ne pas franchir. Je crois que la guerre est régie par des normes qu'on est obligé quand même d'enseigner aux militaires s'ils vont sur le terrain. Si le capitaine, à chaque fois qu'il n'est pas là, on peut aller à des abus comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de milliers d'abus. C'est aussi simple que ça. Ça convoque le besoin de moralisation des recrutements dans l'armée, ça convoque le besoin j'allais dire, de révision de la formation des militaires, mais également le suivi dans l'armée. Parce que c'est pourquoi j'ai parlé de chaîne de commandement. Quand la chaîne de commandement n'a pas les moyens de s'informer de ce que les troupes font en son nom sur le terrain, c'est extrêmement grave. Voyez-vous, c'est extrêmement grave. Je pense qu'il est vraiment important à ce niveau-là que... je crois que ça, c'est un son de cloche qui doit nous interpeller pour dire que la réforme de notre système de défense nécessite que nous revoyions, n'est-ce pas, ces différents éléments-là. Parce que le militaire et l'agent de sécurité sont des gens qui sont censés, en toutes circonstances, ils sont des humains, on le sait, mais ils sont censés en toutes circonstances être adossés à la loi et protégés, parce que leur mission fondamentale, c'est de protéger l'État et le citoyen. Dès lors que, dans leur action, ils débordent de ça, ça devient une catastrophe. Et ça participe fondamentalement à la crise de confiance entre le citoyen et l'État,
entre le citoyen et les forces de sécurité, alors que la menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui, je crois que Baba l'a rappelé, est une menace qui nécessite quand même une coopération franche et étroite entre les civils et les militaires. Mais lorsque un chef de village lui-même peut se voir bander les yeux et être à deux doigts d'être exécuté par les forces de sécurité, alors là, vraiment, c'est extrêmement grave. Vous l'avez dit dans vos propos, le gouvernement, le ministre a fait cette déclaration parce qu'il n'avait plus le choix. Est-ce que vous pensez réellement qu'il n'avait plus le choix ou est-ce que c'était juste pour informer l'opinion nationale? Je ne pense pas que c'est parce que seulement il n'avait plus le choix. Mais je dis que pour que l'État arrive à un tel point, il faut que la situation ait été à un niveau où l'évidence est grande, quoi. Mais le fait simplement que le gouvernement ait décidé de communiquer par son propre chef sur la question, d'ouvrir une enquête, est un indicateur très positif. Et il faut le lui reconnaître, il faut reconnaître ça, parce que c'est à son actif, c'est à son mérite. Maintenant, nous espérons simplement que ces investigations iront jusqu'au bout et que ça ne se limitera pas à ce cas emblématique et que tous les autres cas qui ont été cités, qui jusque-là n'ont pas été pris au sérieux, feront l'objet d'investigations pour vérifier si, oui ou non, c'est réel. D'accord. Baba Dakono, ce communiqué du ministre, pensez-vous que c'est un acte salutaire ou juste que c'était quelque chose qu'il n'avait plus le choix de ne pas faire? Bon, que ce soit salutaire ou pas, dépendra de la suite qui sera donnée à ce communiqué. Je suis d'accord avec Douara quand il dit que déjà qu'il ait constaté ce cas en dépêchant une équipe, c'est une avancée dans le bon sens. Mais ce qui est davantage plus important, c'est la suite qui va être réservée. Est-ce que véritablement le procureur aura les moyens? Est-ce qu'il aura accès à l'information nécessaire? Et à cet effet, j'ai écouté celui qui était en ligne, Bokoum, tout à l'heure, avec des faits très précis qui peuvent être utiles pour les besoins de l'enquête. Et pour le moment, qui ne nous permet pas de trop spéculer sur ces faits, mais ce sont des informations qui pourraient être très utiles. Donc, pour une des rares fois, quelqu'un a attiré l'attention sur l'ouverture des enquêtes depuis un certain nombre d'années dans ce pays. Pour l'une des rares fois, cette enquête doit aller jusqu'au bout et on doit mettre les moyens à la disposition de la commission d'enquête parce que c'est au-delà de la simple question de cette localité. Douara l'a évoqué tout à l'heure. Il s'agit du rétablissement de rapports fonctionnels entre les représentants de l'État dont les seuls symboles visibles aujourd'hui, c'est les forces de défense et de sécurité et les communautés. Sans le rétablissement de ces rapports fonctionnels, il est difficile qu'on puisse d'abord aller à une sécurisation, qu'on puisse parler d'action de développement. Et ce qui est encore important, qui convient de rappeler, c'est que l'autre élément qui explique ce qui se passe, c'est que finalement, on se retrouve à déployer des forces de sécurité et de défense pour combattre une insécurité à laquelle les communautés, souvent, inconsciemment ou consciemment participent. Donc c'est comme si ces forces de défense et de sécurité sont déployées pour aller combattre des communautés. Alors que vous avez vu dans le récit qui nous a été fait tout à l'heure, où un militaire disait qu'on est déployé pour vous protéger, mais vous collaborez avec l'ennemi. Donc il faut une connaissance assez soutenue d'abord de la sociologie, de l'environnement dans lequel ces hommes sont déployés, mais également une analyse régulière pour ces hommes-là, pour comprendre l'environnement dans lequel ils sont et prendre en compte les différentes variantes. Mais ce qui est important et impératif, c'est qu'au-delà du communiqué du ministre, c'est que cette enquête se fasse dans les meilleures conditions, produise des résultats et que ces résultats puissent servir dans les autres localités où ces forces sont déployées pour qu'enfin on puisse avoir, comme je le disais, une relation fonctionnelle entre deux entités. D'accord. Le ministre, vous parlez de la suite. Le ministre a instruit au procureur d'ouvrir une enquête sur cette affaire en matière de justice. Quelle est la procédure à suivre selon vous? Normalement, à Mopti, déjà, on a un tribunal militaire. On en a 3 au Mali. On en a à Mopti, à Bamako et à Kay. Donc, ça doit être plus facile puisqu'on a déjà un tribunal qui sont des tribunaux spécialisés suivant la loi de 95. Donc, normalement, on doit avoir une instruction. Dès que le ministre, le procureur met en mouvement l'action publique, il doit avoir une instruction. Et justement, quand je parle de moyens, c'est les moyens au niveau des juges d'instruction, au niveau des officiers de police judiciaire, pour pouvoir recueillir toutes les informations et préparer toutes les charges, prendre les sanctions telles que prévues par le code de discipline militaire auxquelles sont assujetties les personnes supposées impliquées dans l'affaire aujourd'hui. Donc la suite, c'est comme ça se passerait normalement dans le cadre d'une infraction de droit commun. Il y a une enquête qui sera ouverte, donc qui se fait à travers une instruction judiciaire par un tribunal spécialisé
qui, je pense, serait celui de Mopti. Donc, les résultats seront connus et les sanctions seront prises. Mais au-delà des questions judiciaires, ce qui est important, c'est d'aller au-delà du fait judiciaire pour que ce soit une leçon apprise, pour qu'à partir de là, on puisse partager au sein des effectifs militaires déployés dans ces endroits sensibles une nouvelle façon de faire. Et je reviens sur le début de mon propos, parce que j'ai vu Diawara un peu développer, sur le fait que finalement, ce n'est pas tant la connaissance du code de discipline militaire, mais c'est aussi parce qu'ils sont appelés à faire la défense. Ils sont sortis des écoles de guerre avec les principes de l'école de guerre qu'ils connaissent. Mais ils sont face à une menace interne et ils sont appelés à faire des enquêtes judiciaires. Et je disais qu'il y en a très peu parmi eux qui sont officiers de police judiciaire aujourd'hui. Donc, ils ne savent pas comment faire une enquête. Ils le font de la façon militaire qu'ils peuvent. Et très souvent, ça ne marche pas et très souvent, c'est contre-productif. Comme on le voit, ça éloigne les personnes qui pourraient contribuer à la recherche, au partage de renseignements, finalement. Faut-il impliquer les juristes civils? Il existe, c'est ce que je disais, au sein de l'armée, il existe des formations qui permettent aux militaires de s'approprier les techniques d'enquête, qui permettent aux militaires de prendre en compte les questions de droits humains. Mais un autre élément en parlant de ça qui me vient à l'esprit, c'est le fait que finalement, si c'est courageux pour le gouvernement malien de reconnaître tout ce qui s'est passé, c'est toute la campagne médiatique qui vise aujourd'hui les forces de défense et de sécurité de la part des organisations de droits humanitaires ou des autres pays qui accompagnent le pays ne sont pas très productifs parce que elles font que le gouvernement, finalement, et ses forces de sécurité se braquent. Donc, ne sont plus ouverts à tout ce qui pourrait permettre de faire la lumière sur ce qui se passe et de se corriger. Donc, il est important, il y a eu des rapports confidentiels, il y a eu des formations en droits humains, il y a eu beaucoup de techniques, mais il est important également d'éviter de braquer les principaux acteurs dans les circonstances que nous connaissons. D'accord. Beaucoup, Mopti, est-ce que l'ouverture d'une enquête est sentie? Pardon? Est-ce que cette ouverture d'une enquête annoncée par le ministre, est-ce que vous sentez ça à Mopti? Oui, en tout cas, au niveau de la communauté concernée, j'ai essayé de faire un micro-trottoir auprès de la communauté pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de la décision du ministre d'ouvrir une enquête. En tout cas, la seule chose que les responsables de la communauté que j'ai rencontré ici à Mopti, la seule chose qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est de mener cette enquête et qu'ils demandent à ce que l'État prenne ses responsabilités parce que ce n'est pas simplement, selon leur dire, le cas de Nantaka. C'est partout, un peu partout dans la région de Mopti, quand on va vers Kouro, quand on va vers Telenkou, quand on va vers Touboukoumé, vers Iwaru, etc. Partout, ils se plaignent comme quoi que cette communauté est un peu stigmatisée entre groupes, selon ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure au moment où je faisais le tour entre les quelques responsables que j'ai pu rencontrer. En tout cas, ils demandent à l'État de prendre sa responsabilité, ils demandent à l'État de savoir que tout n'est pas forcément djihadiste ou terroriste et que les peuples sont et resteront des Maliens comme tous les autres. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'à une bonne fois pour tout et ils espèrent avoir vraiment des résultats. En tout cas, ils attendent des résultats vraiment tangibles avec lesquels cette enquête, plutôt les résultats de cette enquête pour permettre à établir la vérité et à mettre chacun dans son droit. D'accord. Est-ce que cette communauté Peul aujourd'hui a le droit de penser qu'elle est stigmatisée? Alors, je pense qu'il est important de relativiser les choses. Il est important de ne pas se laisser emporter par l'euphorie et rentrer dans des régions qui peuvent nous être difficiles à maîtriser. D'abord, il faut reposer le débat dans son cadre parce que quand on parle des questions Peul, c'est vrai que ça commence à émerger dans les discussions et les réflexions de quelques cercles, mais il faut qu'on relativise. Dans ce pays, je ne pense pas que les Peuls aient été marginalisés. D'ailleurs, aujourd'hui, la réforme du secteur de la sécurité est confiée à l'inspecteur général Ibrahima Diallo, qui est un Peul. Okay? C'est lui qui dirige le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Quand vous partez au niveau qu'on appelle ça, quand vous prenez par exemple le programme de gouvernance partagée du secteur de la sécurité, le PGPSP, si je ne m'abuse, c'est Yacouba Diallo qui l'a dirigé. Aujourd'hui encore, il est au niveau du ministère de la Sécurité dans le dispositif de premier ordre qui repense le dispositif sécuritaire au Mali. Et
dans toutes les régions, je veux dire dans toutes les institutions de la République, des cadres Peul sont là valablement, qui ont toujours été à part entière des acteurs de la vie publique et qui le demeureront. Qu'est-ce qui explique cette frustration? Justement, c'est pourquoi j'ai dit de remettre le débat dans son cadre. Il y a un problème au Mali. Ce problème, c'est un problème de gestion des conflits entre groupes socio-professionnels, entre communautés sédentaires pratiquant l'agriculture majoritairement et communautés pastorales, voilà, d'éleveurs, ainsi de suite, donc, qui sont là. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Je viens de quitter Caille juste il y a quelques jours pour aller faire une analyse, une cartographie des conflits dans la région de Caille. Mais de la même manière que vous allez trouver des conflits soninké-peul, vous allez aussi trouver des conflits soninké parce que certains soninké sont devenus éleveurs. Et qui se manifestent exactement de la même manière que le conflit entre soninké et peul. Et la même chose est vraie quand on va dans la région de Ségou, où certains Bambara sont devenus des éleveurs ou bien donnent leur bétail à des Peuls pour aller faire l'élevage. Quand il y a un conflit entre Peul et Bambara, tu vas trouver que derrière le Peul, il y a un autre Bambara. Parce que ce sont ces animaux qu'il a donnés. Donc il est important de comprendre, de ne pas déplacer la question. Il n'y a pas, à mon avis, une mobilisation de la conscience nationale et de l'action publique contre un groupe ethnique au Mali, encore moins les Peuls. Il y a des conflits entre des communautés qui sont en train de s'exacerber pour différentes raisons. D'abord parce que l'État est absent. La force équidistante qui devrait réguler l'action entre les gens n'est plus. Parce que les mécanismes traditionnels n'ont pas pu émerger pour deux raisons. Première raison, parce que ces mécanismes-là, les acteurs qui les portent, sont victimes d'un conflit avec d'autres acteurs qui ont développé une nouvelle légitimité et qui veulent s'imposer dans le dispositif. Quand on va dans la zone du centre du pays, c'est à ça qu'on assiste. Mais d'autre part également, c'est parce que ces mécanismes traditionnels sont devenus vétustes. Le contexte a évolué. Et donc, ils ne sont plus tout à fait adaptés. Et l'État qui, par le droit positif, doit imposer une interaction saine et équitable, n'est pas là. Donc, aujourd'hui, c'est la porte ouverte à l'anarchie. Et voilà pourquoi l'amalgame est vite fait. Maintenant, il y a un dernier élément, c'est le travail scientifiquement organisé par ceux qui œuvrent depuis longtemps pour que le Mali soit définitivement divisé. C'est que, on le sait, Yada Gali s'est mis avec Amadou Koufa et d'autres acteurs qui sont en train d'animer l'extrémisme violent dans le centre du pays et qui ont délibérément choisi de recruter au sein de la communauté Peul à majorité pour que ceux qui vont poser ces actes-là soient facilement assimilables à un groupe ethnique. Et cela participe, n'est-ce pas, à renforcer l'amalgame. À la fois, dans les rangs des militaires, certains militaires vont systématiser. Aussi, dans le monde civil, certains civils vont systématiser. De la même manière que les Peuls s'estiment être victimes de stigmatisation, d'autres communautés aujourd'hui commencent à penser que non, les Peuls constituent un problème pour eux. Mais c'est parce que justement, nous sommes en train de laisser le débat se déplacer. C'est extrêmement dangereux pour la cohésion nationale et c'est dangereux pour la sécurité collective. Dakono, partagez-vous cette analyse? Oui, en partie, surtout sur le fait que finalement on est déplacé le débat, mais je trouve que ça répond d'une logique géolocalisée, mais également sociologique. Aujourd'hui, s'il y avait une menace dans la région de Sikasso qu'il fallait combattre, les premières victimes seraient les Sénoufos. Est-ce qu'on allait poser le problème en termes Sénoufos? Peut-être, mais peut-être pas avec la même acuité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on dise que 50 personnes ont été trouvées mortes dans une localité du centre où on parle aujourd'hui, c'est que sur les 50, on va trouver que 40 sont des Peuls. Pas parce que les Peuls ont été spécifiquement ciblés, mais c'est parce que c'est une localité où les Peuls sont majoritairement établis d'un point de vue numérique. Donc, je suis d'accord avec Diawara sur le fait qu'en focalisant le débat sur cette question, cette dimension ethnique, on pourrait susciter un problème qui n'existe pas à la base. Mais c'est parce que la question trouve ses réponses d'un point de vue sociologique, mais également d'un point de vue géographique. D'accord, Diawara. Dans ces conditions, peut-on s'attendre à une collaboration de la population avec l'armée? Il faut y travailler. Nous devons y travailler.
Il y a des gens dans la population qui ne sont pas dupes, il y a des gens qui sont animés de bonne foi, il y a des acteurs qui travaillent au quotidien. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des gens qui sont dans toutes les régions du Mali, dans le centre, dans les coins où cette activité a eu lieu. Il y a des acteurs là-bas qui travaillent avec nous, qui travaillent avec les forces de sécurité, qui travaillent au quotidien dans une collaboration franche pour endiguer. Mais il s'agit de travailler pour que ces acteurs ne finissent pas par eux aussi se braquer. Parce que quand la menace va être comme ça et que la communication, et là, c'est vraiment vous, acteurs de médias, qui sont à interpeller, quand la communication permet de relayer cela, ça devient général. Et l'opinion publique le consacre comme tel et les comportements vont suivre. Sociologiquement, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je pense que dans les médias, il est important que les journalistes, que les animateurs, à chaque fois que le problème se pose, le ramènent dans son contexte et le relativisent. Parce que la communication a un effet beaucoup plus pervers quand c'est mal maîtrisé que les actes que l'on pose physiquement, de destruction physique. Voyez-vous. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement important. En train de dire que les important. journalistes doivent, dans ces situations, rester dans les faits et éviter les commentaires et les analyses. Justement, non, il ne s'agit pas d'éviter les commentaires et les analyses. Il faut toujours analyser la question. Le journaliste, quand dans les débats, on n'analyse pas la question. Par les spécialistes, mais pas par les journalistes eux-mêmes. Non, les journalistes eux-mêmes peuvent faire des analyses, mais des analyses qui ne biaisent pas l'élément fondamental. Parce que il y a, dans le journalisme, je pense qu'il y a quand même une responsabilité qui est associée à cette fonction. Parce que le journaliste, c'est quelqu'un... C'est un objecteur de conscience, quelque part, parce qu'il transmet des informations et toujours c'est teinté d'une certaine analyse. Mais dans cet exercice-là, il a la responsabilité de veiller à la protection de la conscience publique et de la communauté publique. Lorsque une information ou une analyse peut être de nature à envenimer la situation ou à dégrader la situation, il faut vraiment s'assurer que c'est absolument ça la vérité, avant de s'aventurer là-dessus, quoi. D'accord. Ou laisser quelqu'un d'autre aussi s'aventurer là-dessus sans relativiser. D'accord. Dakono Bokoum l'a dit, la population a accueilli de façon, comment dirais-je, a applaudi cette nouvelle qui a été annoncée par le ministre qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais qu'est-ce qui va se passer si cette enquête n'aboutissait pas à des résultats concrets? Mais les gens diront certainement que c'est devenu comme toutes les autres fois où il y a eu l'annonce d'une enquête, de l'ouverture d'une enquête. Et c'est pourquoi je dis, c'est sûr que ça ne sera pas une enquête médiatisée comme les gens pourraient l'attendre, ce sera une enquête discrète. Mais quand je dis que le gouvernement, ou en tout cas les pouvoirs publics, doivent donner tous les moyens pour que cette enquête aboutisse, c'est à plusieurs niveaux. Il y a les questions de moyens humains, il y a les questions de moyens financiers, mais il y a aussi les questions politiques, parce qu'on est sur une question sensible. Il ne faut pas qu'on donne l'impression, comme on a vu dans d'autres pays ou comme on l'a vu dans d'autres circonstances, qu'on essaie d'étouffer l'affaire par une question de rapport hiérarchique entre hommes de rang ou officiers supérieurs par le couvert de secret professionnel ou secret défense. Parce que c'est le principal risque aujourd'hui, c'est que les principaux acteurs sur le terrain ne pipent mot ou se taisent en évoquant le moyen de secret défense ou secret professionnel. Donc, il peut y avoir des blocages où on n'a pas la ressource humaine nécessaire, il peut y avoir les questions financières où ceux qui sont chargés de l'instruction n'ont pas les moyens nécessaires pour aller là où il faut chercher l'information, mais il peut y avoir ce blocage qui est plus politique qu'autre chose, qui consiste à faire de la rétention d'informations pour des questions de secret professionnel ou autre. Mais quel qu'en soit, tous ces blocages-là doivent pouvoir être levés et laisser cette instruction aller jusqu'au bout et que des sanctions tombent, qu'elles soient connues et que les gens sachent que finalement on a des pouvoirs publics qui savent et qui s'assument. Est-ce que vous avez connaissance de ce genre de résultats dans les cas précédents, par exemple, au Mali? Très rarement. Peut-être le parallèle n'est pas transposable, mais il y a eu cette affaire des 37 gendarmes qui avaient quitté leur poste à tort ou à raison, qui finalement a connu un dénouement suivant
une application rigoureuse de la loi. Encore une fois, Toro a raison. Je ne suis ni l'avocat de la défense ni le procureur de ces 37 gendarmes pour juger de la pertinence de la décision. Mais dans tous les cas, ceux qui étaient chargés de l'application de la discipline à ce niveau se sont assumés. Donc, c'est peut-être pas le meilleur parallèle à évoquer à ce niveau, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce que ce qui est important et qui doit faire la différence cette fois, c'est que dans ces genres de cas, on essaie de le faire le plus discrètement que possible. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pas pour rien qu'on appelle la grande muette. C'est que ce qui se passe généralement n'est pas connu de tout le monde, oui. Mais également dans un rapport administratif, généralement quand un employeur envoie un administré dans une mission, quand il fait une faute, d'abord, dans la science administrative, on essaie de sanctionner en même temps l'employeur que l'employé, mais généralement, on évite de donner l'impression qu'on vous envoie sur le terrain, mais on ne vous couvre pas. C'est-à-dire, la posture des chefs aujourd'hui, ça va être, bon, c'est vrai que je vais utiliser l'expression, c'est vrai que les jeunes ont fait ce qu'il ne fallait pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les jeter en pâture. Donc, même quand ils sont sanctionnés, on ne va pas donner l'impression aux autres que et voilà, vous le faites, mais on ne vous couvre pas derrière. Donc ça, ce sont des raisons qui pourraient amener à rendre discret tout ce qui se fera. Mais mon avis est que pour cette fois, on doit sauter la barrière de la grande muette et que quand les sanctions sont prises, s'il est avéré que ce que tout le monde pense aujourd'hui, c'est vérifiable, que les sanctions soient connues de tout le monde pour que ce soit une leçon apprise. D'accord. Bokoum, aujourd'hui, est-ce que la situation est calme à Mopti là-bas? Oui, pour le moment, la situation est calme, mais permettez-moi de revenir un peu sur la cartographie des conflits que mon frère a développé à Caille. Et c'est vrai, il y a des conflits entre des corps socio-professionnels, mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Mopti, plus précisément, en tout cas dans la ville de Mopti même, cette communauté, il faut le dire, cette communauté est stigmatisée parce qu'à plusieurs reprises, dans les jours de foire, notamment les jeudis et les dimanches, où on arrête tout qui passe, on vérifie son identité, même si les données pour le détail, ça c'est entre parenthèses. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas pour une mauvaise analyse, ça c'est des faits concrets qui sont là, que nous remarquons, même aujourd'hui on l'a vu, il y a une méfiance envers la communauté Peul, malheureusement, parce que tout simplement Amadou Koufa a fait allégeance à Iyad Agali. Donc c'est ce que les Peul l'ont dit. Ils disent que tout Peul n'est pas terroriste. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut relativiser, c'est vrai, mais ce qui est réel aussi sur le terrain, il faut qu'on le rappelle. Maintenant, je reviens à votre question par rapport à la situation. Aujourd'hui, la situation est calme. Les esprits sont en train d'être calmés avec cette décision du ministre, parce que même les responsables de ces villages concernés, notamment Kobaka et Nantaka, se sont dit très vraiment à collaborer avec les autorités pour donner toute information utile. Donc c'est pour vous dire que la tension commence à baisser, en tout cas pour le moment, et je crois que cette décision aussi fait un peu réfléchir les bataillons, sinon les hommes qui sont sur le terrain. Cette décision d'ouvrir l'enquête sur ce cas qui vient d'être avéré et confirmé par le ministre. D'accord. Diawara? Oui, merci beaucoup. Je pense que je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut taire la vérité. Mais seulement, il faut que la vérité soit totalement la vérité. Il faut qu'elle soit la vérité la plus juste. Parce que moi, je suis allé plusieurs fois à Mopti, j'ai quitté là-bas il n'y a pas 3 semaines. Je connais la réalité du terrain. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, les Peuls se sentent stigmatisés ou visés à Mopti, je crois que Baba Dakono en sait quelque chose. Le jour où l'armée est rentrée à Gao, la jeunesse de Gao s'est sentie visée. De la même manière... 30 secondes. Moi, j'arrive. De la même manière, quand l'armée est rentrée à Kidal, enfin, quand l'armée voulait rentrer à Kidal, c'est le même prétexte qui a été brandi. Donc, c'est pour dire que l'armée n'agit que selon un mandat. Le mandat, c'est quoi? C'est d'aller sécuriser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces militaires-là, leur vie est exposée. Le centre du Mali et le nord du Mali, ils sont devenus aujourd'hui les zones les plus dangereuses de la planète. La MINUSMA est la mission la plus meurtrière, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tous les jours, le nombre de militaires maliens qui meurent, le nombre de civils qui meurent, c'est conséquent. Donc,
toute personne qui représente les caractéristiques assimilables à l'ennemi que l'armée a en face, l'armée est obligée de s'en méfier. S'il se trouve que cet ennemi s'est mis dans l'accoutrement que le peuple culturellement pratique, il va de soi que la méfiance se dirige envers eux. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une méfiance orientée contre l'ethnie. Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que nous relativisions et que nous fassions très attention à l'interprétation de ce qu'on a en face de nous. Parce que cette interprétation peut être plus dangereuse que la chose que nous interprétons. D'accord, il nous reste 3 minutes. Quelles peuvent être les solutions face à cette situation? À vous d'abord, Diawara. Je pense que la solution, dans la démarche annoncée par le Premier ministre le moment de sa visite à Mopti dans le cadre du PCIRC, la solution s'y trouve. Premièrement, il ne faut pas venir simplement avec la volonté de réprimer. D'abord, l'armée doit sortir de ses réserves, aller à la poursuite de l'ennemi, mais l'armée doit ouvrir, l'État doit ouvrir la porte à tous ceux qui veulent renoncer à la violence. Mais pour ce faire, il faut une coopération franche entre les autorités politiques, la société civile et les forces de sécurité. Parce que sans ça, il y aura forcément des amalgames. Il y a des légitimités locales, il y a des acteurs. Je vous donne juste un petit exemple avant de passer la parole. Quand j'étais à Mopti, au gouvernorat de Mopti, on a fait une grande rencontre qui a réuni pratiquement tous les cercles de la région. Et les gens ont dit mais nous ne pouvons pas aller dénoncer les malfrats parce que simplement si nous partons au commissariat, après les gens vont savoir que c'est nous, on va s'en prendre à nous. Mais quelqu'un a dit, bon, si vous ne pouvez pas aller, vous pouvez appeler le chef de village, vous pouvez appeler l'imam. Ou bien vous pouvez transmettre votre message via une légitimité qui se rendra disponible pour le faire savoir à qui de droit, pour que les mesures soient prises. Donc, il faut trouver des mécanismes de coopération civilo-militaire qui protègent les associés à la sécurité et qui permettent aux forces de sécurité d'être plus efficaces et de réduire au maximum les bavures et les déviements. D'accord, Baba Dakono. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette situation? Malheureusement, je ne suis pas convaincu que ce soit la dernière fois que l'on parle d'actions de ce type, parce que tant qu'on resterait dans la situation de crise où on a des forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans un contexte difficile, où il y a de l'amalgame très souvent, où les gens sont traumatisés comme on le voit, ce qu'elle fera, je parle des forces de défense et de sécurité, c'est comme toutes les forces de défense et de sécurité dans les mêmes conditions à travers le monde fond. Donc, il n'est pas exclu que ce soit la dernière fois que l'on reparle de cette situation. Mais ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a dit tout au long de l'émission, c'est-à-dire que ce cas, pour une fois que le gouvernement admet ce qui se passe, qu'il se donne le moyen d'aller jusqu'au bout à travers le rétablissement des faits, ce qui s'est véritablement passé, à travers la sanction, mais à travers le renforcement de moyens de communication et de confiance entre les communautés où les forces sont déployées et les forces elles-mêmes. Ça pourrait permettre de réduire l'impact négatif de tout ce qui pourrait être fait quand il y a, même si ce n'est pas les exactions. Vous avez vu dans les armées modernes, on voit l'exemple avec la MINUSMA, par exemple, ou avec la force marseillaise. Quand elle est déployée, elle fait des actions à impact rapide pour que les communautés acceptent finalement la présence militaire. Donc même quand l'armée n'agit pas comme cela est soupçonné dans cette localité, sa présence est lourde et elle a souvent un impact négatif. Donc il est important que les gens aient conscience de ça et comprennent les mesures pour pouvoir amoindrir la perception de cet impact négatif. D'accord. Merci à nos 3 invités, Baba Dakono, juriste, Mamadou Diawara, sociologue, et Mamadou Bokoum, journaliste à Mopti. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diawara, à la régie vidéo Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.